Bonjour à tous. Vous allez voir dans ce documentaire les étapes d'un traitement d'une personne qui a été terrassée par un cancer de la langue. Et par la même occasion, je remercie infiniment Dr Nawel Bouye, radio-oncologue dans le centre d'oncologie El Kindi à Casablanca, Dr Ridallah Larbi Abeda, chirurgien ORL, Dr Mohamed El Goumri, chirurgien dentiste, Dr Latifa Badr, anatomocytopathologiste, pour la participation des interviews que je vais prendre avec eux. Et je remercie infiniment Madame Sylvia Pinho, directrice administrative dans le centre de traitement El Kindi, pour la permission et l'accès dans la salle de radiothérapie. Et à vrai dire, je souhaite de tout mon cœur une rémission et une guérison définitive pour tous les patients qui souffrent du cancer. Et encore une fois, je remercie tous les spectateurs et spectatrices de ce documentaire. Et enfin, et selon le quotidien Aujourd'hui le Maroc, le professeur Abdeltaïf Benidder, chef service de cancérologie à l'hôpital Ibn Rushd de Casablanca, a relevé que le registre des cancers de la région du Grand Casablanca a enregistré 3336 cas de cancer sur la base de la collecte de 2004. Toutes localisations confondues, dont 1503 cas chez les hommes et 1833 cas chez les femmes. Elle a précisé que l'incidence standardisée globale, hommes plus femmes, est de 101,7 nouveaux cas par an pour chaque 100 000 habitants, ce qui correspond à 30 500 nouveaux cas de cancer au Maroc chaque année.
Docteur Ridallah Rabi Abeda, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chirurgien ORL Oui. et dans le cas de votre patiente Latifa Tsoufek, qui a été touchée par une tumeur de la langue, vous l'avez opérée à la clinique Rachidi le 31 mai 2016. C'était vraiment une grande opération chirurgicale qui a duré 3 heures et demie. Ablation de la, ablation de la langue. Prélèvement d'une grosse adénopathie associée à d'autres petites adénopathies dans la région Tawadiko. Oui. Pouvez-vous nous expliquer, docteur, comment s'est déroulée l'opération? Alors, à propos de Madame Tsoufek, elle avait ce qu'on appelle une tumeur maligne de la langue. C'est une tumeur qui est assez volumineuse et qui avait envahi une bonne partie du côté droit de la langue. Et donc, c'est une chirurgie qui est bien codifiée et qui se doit être le plus large possible afin d'éviter les récidives. Et ceci a impliqué donc une chirurgie assez particulière qu'on appelle l'hémiglosectomie, c'est-à-dire on va emporter la moitié droite de la langue qui était envahie par la tumeur. Et enfin, il a fallu associer à ce geste un curage ganglionnaire complet, un curage qui va permettre de réséquer tous les ganglions qui sont du côté droit de la langue et qui vont drainer la partie droite de la langue. Alors c'est un curage qui s'est déroulé bien, sauf qu'il était assez délicat du fait qu'il y avait une grosse adénopathie qui avait envahi un peu des vaisseaux du cou. Et donc c'était une chirurgie assez délicate au niveau du cou, mais tout s'est très bien passé alhamdoulilah. Oui. Et finalement donc, on a pu réaliser le geste le plus complet possible. D'accord. Par quoi vous avez commencé, docteur? Par la langue ou par prélèvement des adénopathies? Alors, dans le cadre de la chirurgie carcinologique, il est fondamental de réaliser le curage en premier, c'est-à-dire on perd déjà les ganglions, on enlève les ganglions qui sont envahis avant d'attaquer la tumeur. Donc on a démarré par le curage du cou, le curage cervical droit complet, et on a fini l'intervention par l'hémiglosectomie. Une fois qu'on a fait l'hémiglosectomie, la muqueuse étant suturée, la patiente ne doit pas manger pendant une certaine période par la bouche, ce qui a nécessité la mise en place d'une sonde gastrique qui est restée pendant une semaine à 10 jours et qu'on a enlevé après son véritable. D'accord. Je vous remercie infiniment, docteur Abeda. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Docteur Mohamed Nabi, bonjour. Vous êtes docteur en chirurgie dentaire. C'est pour cela que dans le centre de traitement Kindi, radio-oncologue de Ouéboui, vous adressez une lettre qui insiste sur les soins dentaires. Donc les soins dentaires avant la radiothérapie. Pourquoi exactement, docteur? Merci beaucoup. Donc, effectivement, on a reçu Madame Mademoiselle Latifa qui devait recevoir un traitement de radiothérapie et on a reçu une lettre comme quoi on devait faire des soins dentaires avant la radiothérapie. Alors, pourquoi faire ces soins dentaires? Alors, il faut savoir que la radiothérapie, c'est un traitement, si on veut dire, invasif, qui a des conséquences sur la totalité de la zone qui intéresse cette radiothérapie. Donc, dans votre cas, ça intéresse directement la sphère orofaciale, c'est-à-dire la bouche et toute la région qui la concerne. Donc, la radiothérapie a des effets, bien sûr, sur tous les différentes couches, c'est-à-dire la peau, le muqueuse buccale, l'os alvéolaire et l'os des maxillaires et éventuellement sur les dents. Donc c'est pour cela qu'il faut premièrement préparer la radiothérapie, l'accompagner et puis faire après la radiothérapie faire également le nécessaire, c'est-à-dire une fluorothérapie qui va aider à prévenir les éventuels cas. Mais bon, avant ça, il faut bien sûr faire les soins nécessaires. Il faut extraire toutes les dents qui ont des infections ou les racines dentaires qui risquent de poser des problèmes parce que les éventuels soins après la radiothérapie seront assez difficiles, voire ça dépend selon les cas, mais ça va nécessiter des précautions particulières qu'on doit éviter dorénavant. Donc, on doit faire le nécessaire, faire les soins nécessaires et faire une préparation pour avoir une cavité buccale prête. Donc, selon les cas, soit faire l'extraction de la totalité des dents, soit s'abstenir. Si l'état bucco-dentaire est bien et toutes les dents sont bien, la gencive est bien, on peut s'abstenir, mais il faut dans ce cas prévoir une fluorothérapie après. Donc, dans le cas de Mademoiselle Latifa, on a préconisé des extractions dentaires et on a prévu un détartrage pour mettre en état la gencive et on va réaliser après des gouttières pour la fluorothérapie. Donc on a donné la totalité des conseils pour la patiente, pour bien se préparer pour ses séances de radio-chimiothérapie et également les conseils pendant les séances et après les séances on va refaire le suivi pour la totalité des séances et bien sûr on va faire des démonstrations après pour la fluorothérapie parce que c'est très important. Je vous remercie infiniment, docteur Goumri, pour la totalité de vos explications. Merci beaucoup. Docteur Nawel Boué, bonjour. Vous êtes radio-oncologue dans le centre d'oncologie Kindi à Casablanca. Et dans le cas de votre patiente Latifa Sofer, vous avez proposé un traitement de 33 séances de radiothérapie et 2 séances de chimiothérapie. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les effets secondaires de la radiochimiothérapie? Bonjour, alors merci déjà de m'accorder cette interview. Alors, le traitement par radiothérapie, c'est un traitement qui donne en effet des effets secondaires.
C'est un traitement, comme vous l'avez vu, qui est long, c'est 33 séances, donc 6 semaines et demie. Et pendant ce traitement, on va avoir des effets secondaires qu'on appelle précoces, qui sont quasiment obligatoires. Et ils vont dépendre de l'endroit où on va donner la radiothérapie. Dans le cas de Madame Touffer, ça va être au niveau de la cavité buccale. Donc on va avoir une inflammation de la bouche, de la langue, des difficultés à manger, l'apparition de quelques d'aft et peut-être parfois une perte de poids. Donc, voici les effets secondaires les plus importants. Après la radiothérapie, par contre, on peut avoir ce qu'on appelle les effets secondaires à long terme ou les séquelles, qui, eux, par contre, peuvent être évités en fonction de la technique de radiothérapie. Dans la nouvelle technologie, est-ce qu'on peut réduire ou éviter totalement les effets secondaires de la radiochimiothérapie? Alors, avec les nouvelles technologies, on peut éviter certaines séquelles de radiothérapie qui étaient quasiment obligatoires avec les anciennes machines. Mais ces séquelles vont dépendre déjà de l'étendue de la maladie. Mais pour une maladie comme chez votre sœur, où on n'a pas de ganglions qui sont malades au niveau ou proches des parotides, on va éviter complètement avec la nouvelle technologie la perte de salive qui, elle, était obligatoire avec les anciennes machines. Mais les effets secondaires aigus, je répète, ou qui surviennent pendant la radiothérapie, ceux-là, elles sont obligatoires, quelle que soit la technique. Je vous remercie infiniment, docteur Nawal Bouguer. Merci beaucoup. Latefa, bonjour. Bonjour. T'as bien dormi? Non. Alors, comment se déroulent tes séances de radiochimiothérapie? Jusqu'à présent, 15 séances de radiothérapie et une séance de chimio. Ma première séance de chimio a duré presque 6 heures. J'ai rien senti, le lendemain c'est vraiment dur et puis il y a d'autres vomissements. Et manger, l'exercice, j'ai difficile à manger, apparition des as, perte de poids, et sauf que la grande passe, c'est vraiment difficile à supporter. Je pense que ces effets indésirables vont disparaître après la fin de vos séances. Je te souhaite une rémission ou une guérison définitive. Espérons-le. Aujourd'hui, c'est la 20e séance de la radiothérapie concernant la patiente Madame Touffer. Elle a été terrassée par le cancer de la langue. Je remercie infiniment Sylvia Pinot, directrice administrative et des soins dans le centre d'oncologie et clinique, pour la permission d'accès à la salle de radiothérapie. Merci beaucoup.
Docteur Nassim Belmli, bonjour. Vous êtes pharmacien. Et voilà une ordonnance prescrite par docteur Nawal Bouy. Pouvez-vous, docteur, nous expliquer les médicaments prescrits dans l'ordonnance? Bonjour. Bonjour. L'ordonnance suivante est composée par un bain de bouche. Le bain de bouche comporte du bicarbonate de soude, de la lidocaïne et du sélomédrol à 40. La patiente doit le diluer dans un demi-verre d'eau et l'utiliser 3 fois par jour après les repas. L'ordonnance comporte également du Cotiprède à 20. La patiente doit diluer 3 comprimés le matin après le petit déjeuner pendant 5 jours. Ensuite, elle doit utiliser 2 comprimés le matin pendant 5 jours. Donc elle doit baisser la posologie d'un comprimé après 5 jours d'utilisation. Avec le Cotiprède, on doit diminuer le sel. Également, l'ordonnance, elle comporte du Ciprimase comprimé à 50. La patiente doit utiliser un comprimé par semaine à partir d'aujourd'hui. Également, elle doit prendre un comprimé le soir d'Ixor à 20 mg le soir après le dîner. L'ordonnance comporte également du Stimol ampoule. La patiente doit prendre 2 ampoules par jour. Et la patiente doit prendre dans un demi-verre de lait, elle doit mettre 2 cuillères à soupe du Romax pendant toute la durée du traitement. Docteur Belmli, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Notre corps compte des millions de cellules regroupées en tissus et en organes, dans les muscles et les os, les poumons et le foie. Chaque cellule contient des gènes qui régissent sa croissance, son fonctionnement, sa reproduction et sa mort. Le cancer donc est une maladie qui prend naissance dans nos cellules. De la cavité buccale sont le plus souvent la constatation d'un tissu irrégulier de la cavité buccale, de type ulcération ou bourgeonnement, des douleurs, une gêne à la déglutition et également une grosseur dans le cou, ce qu'on appelle généralement un ganglion cervical. Toutes ces manifestations, dès lors qu'elles ne régressent pas spontanément, doivent conduire le spécialiste à orienter le patient vers un centre référent dans la prise en charge des cancers de la tête et du cou. Pour les cancers de la cavité buccale, on s'orientera préférentiellement vers un service de chirurgie maxillofaciale et stomatologie. Lorsqu'un patient arrive dans le service de chirurgie maxillofaciale pour une suspicion de cancer, qu'il ait été adressé par son dentiste, par son médecin généraliste ou par un confrère chirurgien maxillofacial ou stomatologue exerçant en ville, ce patient rentre dès ce moment-là dans un circuit de soins très spécifique. Tout d'abord, un circuit de soins diagnostiques. Il va falloir confirmer ou infirmer cette suspicion de cancer. Pour cela, une biopsie sera réalisée soit directement
en consultation si la tumeur est accessible facilement, soit au cours d'une endoscopie, qui est un examen réalisé sous anesthésie générale, si la tumeur n'est pas d'un accès aisé. On lance en général, dès cette première consultation et dès l'évocation d'une possibilité que le patient soit porteur d'un cancer, un bilan plus vaste qui permet d'avancer dans la caractérisation de cette lésion, tant radiologique que biologique. Le but de l'imagerie est de faire le bilan des lésions. Il est déjà fait dans un premier temps par le clinicien qui a déjà visualisé la lésion, mais le clinicien ne peut pas voir les structures profondes, notamment l'extension de la lésion au niveau de l'os et au niveau des voies aérodigestives profondes, donc la recherche de localisation ailleurs. L'étape suivante est donc l'endoscopie réalisée à visée diagnostique. Au cours de ce geste, réalisé sous anesthésie générale, on va explorer toutes les voies aérodigestives supérieures à l'aide d'un tube rigide et d'une lumière froide qui va permettre de déplisser tous les recoins des voies aérodigestives supérieures, de la gorge et de la cavité buccale pour caractériser plus précisément les limites de la tumeur qu'on a observée en consultation, pour s'assurer qu'il n'y en a pas une seconde dans une autre localisation qui ne serait pas accessible à l'examen direct, et enfin pour réaliser une ou des biopsies qui vont permettre la confirmation histologique ou l'infirmation du diagnostic. Ce prélèvement va subir alors un certain nombre d'étapes techniques qui vont permettre l'élaboration de ce que nous appelons une coupe histologique. Et c'est à partir de cette préparation histologique que le médecin anatomopathologiste va élaborer son diagnostic. Le rôle de l'anapathe à ce stade est de confirmer ou d'infirmer la suspicion clinique de tumeur maligne ou cancéreuse. Cette endoscopie est donc réalisée sous anesthésie générale, en général en hôpital de jour, c'est-à-dire que le patient rentre le matin et sort le soir si ses conditions de vie le permettent. Le patient est ensuite revu en consultation par son chirurgien qui donc, avec le résultat d'anatomopathologie, confirme ou infirme le diagnostic. Si le diagnostic de cancer est confirmé, le bilan est complété par un certain nombre d'examens d'imagerie. En général, un scanner cervico-facial est réalisé. Il est parfois complété, pour certaines localisations, d'une IRM. L'IRM, elle, va permettre de faire un bilan d'extension beaucoup plus précis. Un bilan plus à distance est réalisé, comprenant, dans la plupart des cas, une fibroscopie œsogastro-duodénale, parfois une échographie hépatique, et de façon assez systématique, un scanner du thorax. Donc le scanner va comporter une étude des voies aérodigestives, donc un bilan local, et va s'étendre au niveau du thorax et, si nécessaire, au niveau de l'abdomen. Ce qui permettra de voir s'il y a ou non des localisations secondaires qui vont conditionner la prise en charge thérapeutique du malade. Tous les fans d'heavy metal connaissent sa voix de Stentor, hein. Bruce Dickinson, moi je la connais un peu, mais enfin c'est des vieux souvenirs quand même. Le chanteur du groupe, alors on dit Iron Maiden, yes, c'est ça, yes please. Il vient d'annoncer qu'il souffrait d'un cancer de la langue. Bonjour docteur Gérald Kierzek. À quoi correspond exactement ce cancer de la langue? C'est un cancer de la sphère ORL, on pense au cancer de la gorge, et là c'est un cancer très particulier qui touche la langue, soit la partie mobile de la langue ou, de diagnostic plus difficile, l'arrière, la base de la langue. Et c'est pour ça que Bruce Dickinson, c'est lors d'une visite de routine chez son médecin généraliste que le médecin l'a examiné très correctement et a détecté cette petite lésion, ce petit cancer au niveau de la base de la langue. Est-ce que vous croyez que c'était parce qu'il prenait quelques substances ou pas? Non, pas forcément. Alors, comme tous les cancers ORL, cancer de la gorge, cancer de la langue, on sait qu'il y a des facteurs de risque. Dans ces facteurs de risque, il y a bien sûr fumer. Alors, il y a le tabac, mais il y a aussi fumer le cigare, fumer de la marijuana, parce qu'on sait que c'est la chaleur locale qui va irriter la langue, et à force d'irriter la langue, eh bien, ça crée des
lésions inflammatoires qui peuvent dégénérer en cancer. Il y a l'alcool en deuxième facteur de risque, et puis, et ça c'est plus récent, les dernières études qui montrent que les virus, le papillomavirus notamment, qu'on retrouve plutôt dans les cancers génitaux, eh bien, c'est un facteur de risque sexuel, ça peut causer là aussi des cancers ORL. Oui. Est-ce que ça se soigne bien quand même? Alors, ça se soigne, il y a plus de 2000 nouveaux cancers par an qui apparaissent, ce sont essentiellement des hommes, hein, donc il est bien dans la tranche d'âge, l'homme de plus de 50 ans, probablement fumeur, avec ces cancers qui peuvent se soigner essentiellement par la chirurgie. C'est vrai que la logique, c'est d'aller enlever cette lésion tumorale, et puis ensuite la chimiothérapie, la radiothérapie, et le pronostic qui dépend finalement du stade auquel on va dépister. Et plus on dépiste tôt, plus on diagnostique tôt, plus on va traiter correctement. Et combien de personnes sont touchées par ce cancer de la langue? C'est plus de 2000 nouveaux cas par an, essentiellement chez des gens qui sont éthylothabagiques. Non, en France, 2000 nouveaux cas et 15 000 patients qui sont suivis, qui sont en cours de traitement avec un cancer. Et le message essentiel, c'est si vous avez une petite lésion sur la langue, un petit bobo qui ne guérit pas, eh bien il ne faut pas le négliger. Et au bout de quelques semaines, et j'allais dire au bout de 15 jours, 3 semaines, si ça ne passe pas, il faut consulter votre médecin. Les aftes, par exemple, non? Ça peut ressembler à un aft, ça peut, et on pense souvent que c'est un aft, ça va passer, etc. Et si ça ne passe pas, il faut consulter son médecin traitant qui vous enverra éventuellement chez l'ORL pour aller faire une simple biopsie et pour aller diagnostiquer éventuellement une lésion tumorale. Est-ce que vous croyez que Julie a une chance d'entendre de nouveau en concert Bruce Dickinson? Alors, on l'espère. Julie, elle l'espère. Tous les fans l'espèrent. A priori, ce cancer a été diagnostiqué tôt, donc le pronostic est plutôt bon avec la chirurgie, avec la radiothérapie, la chimio. Il y a deux complications, deux séquelles. La première séquelle, c'est les troubles de la déglutition, parce que bien sûr la langue, ça sert à déglutir, à se nourrir. Et la deuxième séquelle, c'est la parole, bien sûr. Donc on espère que le cancer a été pris suffisamment tôt pour que le chanteur puisse encore chanter, parler. Et là, c'est l'orthophonie qui va pouvoir participer à la rééducation de manière efficace. Merci. Il est la nuit aux urgences et le matin avec vous à 7h05. C'est le docteur Kierzek qu'on retrouvera évidemment demain. À demain. À demain. Bonne journée, Patrick. Partager avec vous où nous en sommes et les progrès récents qui ont été faits dans la compréhension du cancer. Un point théorique sur quel cancer. Ce que nous avions à l'époque supputé, c'est que le cancer était, ce qu'avait déjà dit Warburg dans les années 1910 à 1920, la conséquence d'une lésion de la mitochondrie. La machine cellulaire marche mal, la mitochondrie qui produit l'énergie ne fonctionne pas. Comme la mitochondrie ne fonctionne pas, il y a accumulation en amont de l'obstacle, un peu comme quand il y a un barrage. Et les molécules qui sont en amont, qui ne peuvent pas être brûlées, elles vont se lier les unes aux autres et entraîner la prolifération cellulaire. Tout ce que l'on fait avec les médicaments que j'ai conseillé de prendre, c'est de rallumer la mitochondrie et d'améliorer le rendement. C'est probablement comme ça que ça marche, et c'est probablement de ce degré de simplicité. Je suis fondamentalement un médecin, c'est-à-dire que j'aime les malades. Je suis aussi un chercheur, mais à la différence d'autres chercheurs, j'adore, où je me sens obligé de me confronter au réel. Ce que moi j'ai vu en tant que médecin, c'est que les traitements par chimiothérapie et ou radiothérapie avaient une forme d'efficacité, mais que dans des tumeurs ou des cancers les plus fréquents, ça ne servait pas à grand-chose. On peut discuter si ça sert un peu à quelque chose ou à rien du tout. Pour moi, l'effet pour le moins est minime. Dans ce cas-là, il y avait deux possibilités. Ou on reste dans le système et on utilise le système pour progresser dans la hiérarchie sociale, soit on fait du passé table rase, comme on dit dans l'international, et on essaie de tout reprendre à zéro. Donc on a tout repris à zéro, en partie chez moi, en partie à l'école polytechnique, et on a essayé d'y comprendre quelque chose. 15 ans de boulot, environ 15 000 souris. Le chiffre n'est pas complètement précis, mais c'est de l'ordre entre 15 et 17 000, peu importe. Toujours est-il qu'au bout de ce travail, on a vu qu'une association de médicaments extrêmement simple ralentissait la croissance de tous les tumeurs. Après, comme je suis médecin, c'est évidemment posé la question de comment est-ce qu'on arrivait à savoir si ça marchait chez l'homme, les médicaments étant pas dangereux, en tout cas pas très dangereux.
J'ai essayé de passer par toutes les arcanes bureaucratiques pour que les essais soient faits. Je n'y suis pas arrivé. Probablement parce que les thérapeutiques n'étaient pas des thérapeutiques connues. En plus, les médicaments sont hors AMM et certainement hors marché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soutien industriel. Toujours est-il, je n'y suis pas arrivé. Donc, les malades, eux, par contre, étaient dans une forme d'urgence et j'ai conseillé ce genre de traitement à de nombreux malades. Et sur les 11 premiers, près de 3 ans après, il y en a encore 5 en vie. Les premiers étant morts surtout assez rapidement. Donc on a une forme d'efficacité, ce n'est pas parfait. Combien il y a de malades qui sont traités actuellement? Sincèrement, je ne sais pas. Je reçois des demandes d'appel ou d'aide très fréquemment, mais les chiffres du nombre de patients qui sont traités est probablement assez important. L'association Cancer et Métabolisme, qui a débuté il y a un peu plus qu'1 an, a maintenant près de 1000 adhérents. Jusqu'à présent, on était capable de ralentir la croissance des cellules tumorales ou des cancers chez les animaux en utilisant une combinaison de molécules qui était l'acide lipoïque hydroxycitrate, qui ralentissait la croissance des tumeurs dans tous les modèles, que ce soit un cancer de vessie, un cancer de côlon ou un mélanome, mais qui ne l'arrêtait pas et qui ne faisait pas régresser. Ce que je voulais, c'est améliorer ce genre de traitement. Pour l'améliorer, il nous fallait probablement une nouvelle molécule. Ça pouvait être soit une chimiothérapie, c'est pour ça que de nombreux patients ont combiné ce genre de traitement avec des chimiothérapies non violentes, ou trouver une autre molécule qui joue à un autre endroit du métabolisme. Donc, là encore, Mohamed Abou-Hassani, avec l'aide de Georges Lingo da Vega Moreira, ont injecté à 500 souris, et ça fait du monde, 500 souris, des cellules tumorales. Donc on a essayé une grande variété de traitements. L'acide lipoïque hydroxycitrate, donc ce pourquoi je me suis battu jusqu'à présent, ralentissait les tumeurs. Par contre, et c'est ça le fait fondamental, quand on rajoute de la metformine à des doses suffisantes, chez l'animal, au bout d'1 mois, les tumeurs diminuent. C'est-à-dire que la croissance est ralentie, puis le volume tumoral casse et les tumeurs régressent. C'est une donnée fondamentale parce que c'est relativement simple à faire en clinique chez les malades. À ce jour, je voudrais que ces données soient confirmées dans un deuxième laboratoire et étendues à d'autres types de tumeurs pour vérifier leur universalité. Je pense qu'il est très probable que ce soit universel. Moi, mon but personnellement est que les malades arrêtent de mourir. Si ce que l'on voit sur ces associations acide lipoïque hydroxycitrate et maintenant metformine à haute dose, possiblement combiné à des traitements classiques, fonctionne, je pense qu'on pourrait arriver à ce que le cancer cesse d'être un fléau à horizon 1 an ou 2. C'est ce que j'ai comme espoir, mais c'est un espoir, ce n'est pas une certitude. Bonjour, je m'appelle Laurent Schwartz, je suis cancérologue à l'assistance publique des hôpitaux de Paris et je suis détaché actuellement à l'école polytechnique à Palaiseau. Avant d'entrer dans les détails de la maladie cancéreuse, je voudrais vous dire qu'on ne peut pas comprendre le cancer si on n'a pas compris le fonctionnement de la vie. Et la vie est un phénomène simple, elle apparaît sur Terre il y a 3,5 milliards d'années, c'est-à-dire il y a bien longtemps maintenant, et elle a peu évolué, ce sont les mêmes membranes, le même ADN, le même ARN que nous avons aujourd'hui, qui est celui qui était présent il y a plus de 3 milliards d'années. Et entre-temps, la Terre en a vécu plus d'une, je ne sais combien d'astéroïdes l'ont frappé, les dinosaures ont disparu. Elle a été gelée de pôle à pôle, par exemple, on dit que 5 fois la Terre a été gelée du pôle nord au pôle sud, que Paris était recouvert par des dizaines de mètres de glace, et ainsi de suite. Mais la vie, elle, n'a pas changé. Il y a eu 2 épisodes fondamentaux dans la vie, après évidemment son apparition. La première, c'est il y a 2,5 milliards d'années, il se passe une première chose, la cellule apprend à brûler.
Avant, la cellule ne pouvait que synthétiser, elle captait le gaz carbonique, qui était le gaz le plus présent dans l'atmosphère, et avec la chaleur fabriquer du sucre ou d'autres molécules. Mais elle savait donc synthétiser, elle ne savait pas brûler. Mais comme elle capte du gaz carbonique, relâche à l'époque de l'oxygène, la cellule va apprendre à brûler, et pour brûler, elle va utiliser, comme un enfant qui a son jeu de mécano, une nouvelle boîte. Elle va capter une mitochondrie, c'est-à-dire des plus petites bactéries, qui vont lui permettre de brûler. Donc cette cellule, il y a 2,5 milliards d'années, ce qu'on appelle nous les eucaryotes dans notre langage, vont pouvoir faire deux choses, soit de synthétiser comme la cellule originale, soit de brûler. Première grande révolution. La deuxième grande révolution sera il y a 543 millions d'années, où les cellules vont apprendre la vie en commun, et les animaux complexes dont nous sommes les descendants vont apparaître. La question donc, c'est comment tout ceci marche. Si ceci est aussi vieux que cela, il n'y a aucune raison que ça ne réponde pas à des lois extrêmement simples. Notre cellule n'a donc que peu évolué et elle se divise toujours de la même façon. Une fois qu'elle s'est divisée, elle grossit, elle synthétise son ARN, son ADN, elle double son patrimoine génétique, elle continue de grossir et elle se divise. C'est toujours dans le même ordre, ça ne change jamais, et quand quelque chose n'a pas bougé en 3 milliards d'années, et que c'est toujours la même chose, c'est que probablement c'est un phénomène simple. Ces phases du cycle cellulaire répondent à des des sigles plus compliqués, phase G1, S, G2, M. C'est du domaine du spécialiste et de peu d'intérêt là. Dans la première phase du cycle cellulaire, la cellule va grossir, c'est-à-dire qu'elle va synthétiser. Nous retrouvons dans des mécanismes très ancestraux, la mitochondrie, ce qui lui permet de brûler, ne sera pas fonctionnelle et sera donc au repos. Donc le sucre qui va rentrer va être utilisé pour fabriquer ARN, ADN, par la voie des pentose-phosphates, pour employer un jargon plus technique. Dans la deuxième phase du cycle cellulaire, comme le pH a changé, la mitochondrie va s'allumer et la cellule va brûler. Quand elle va brûler, elle va évidemment grossir nettement moins vite, jusqu'au moment où il va se passer la mitose. La mitose, c'est cette division en deux. La mitose, ce n'est pas un phénomène très compliqué. La mitochondrie a fonctionné, elle a donc fabriqué du fuel. Le fuel, pour notre voiture, c'est de l'essence ou du diesel, mais ça, c'est quelque chose qui n'est plus à la mode. Pour notre cellule, c'est de l'adénosine triphosphate qui va servir à charger le condensateur qui est la cellule. La cellule va se charger progressivement et la membrane qui entoure la cellule aura une phase positive et une phase négative. La différence de potentiel, pour ceux qui connaissent la physique, sera extrêmement intense, de l'ordre de grandeur d'un câble à haute tension. Et au moment de la mitose, ces charges qui étaient retenues au niveau de la membrane vont se diriger vers les chromosomes qui vont se repousser car de même charge, la cellule va exploser, ainsi de suite. Donc la cellule, c'est relativement simple. Vous avez une alternance au début d'une phase où elle synthétise, elle se met à brûler, elle brûle pour charger ce moteur qui explose de temps en temps pour entraîner une mitose. Voilà, c'est une simplification radicale, car plus physique que la biologie. Ce que nous avons aussi compris, c'est que en changeant la jauge d'énergie d'ATP, on change le pH. En changeant le pH, on ouvre et on éteint certains gènes, mais ça, c'est du domaine du plus technique qui n'a probablement pas de sens d'être expliqué dans le détail dans cette vidéo. Le cancer découle de la cellule normale. Dans le cancer, le rendement est beaucoup plus faible et on sait depuis les années 1920 que le rendement de la cellule cancéreuse par molécule de glucose qui rentre est 10 fois plus faible que celui de la cellule normale. Et pourquoi? Eh bien déjà Otto Warburg en 1923 dit le cancer résulte de la mitochondrie qui ne fonctionne pas. La mitochondrie ne fonctionnant pas, la cellule brûle mal ou pas, donc elle capte de plus en plus de glucose pour fabriquer tout de même un petit peu d'ATP et elle va grossir de plus en plus jusqu'à exploser. Donc le cancer est simplement une maladie du mauvais rendement énergétique de la cellule. D'où
une première approche que nous avons utilisée chez les malades incurables jusqu'à présent. On va rouvrir le passage vers la mitochondrie. Si cette mitochondrie existe encore, on va améliorer le rendement. C'est ce que j'ai fait avec l'acide lipoïque, ce que d'autres ont fait avec le dichloroacétate, et l'on voit que les cancers évoluent de façon lente, voire régressent, voire plus rarement, on voit de vrais miracles. Mais souvent, comme vous l'avez compris, ça ne suffit pas. Nous voulons maintenant tester une nouvelle approche qui est de diminuer l'entrée de sucre dans la tumeur, c'est-à-dire de diminuer la quantité de nourriture qui ne peut pas être brûlée. Pour ceci, il existe des molécules que l'on peut acheter à la pharmacie d'en face. Ce sont des molécules simples et on va les tester chez les souris si cette démarche peut fonctionner. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous sommes probablement à la veille d'un vrai changement de paradigme, d'une vraie révolution, que les traitements que l'on connaît aujourd'hui, qu'ils soient ciblés ou non, ont comme but de tuer la cellule cancéreuse, et que si l'on améliore le rendement de cette machine, ou qu'aussi on en diminue l'afflux de nourriture, on pourra probablement avoir les mêmes effets que la chimiothérapie, voire meilleurs. On pourra probablement empêcher les gens de mourir. Tout ceci au prix d'une toxicité qui probablement sera infiniment plus faible. Merci. Le professeur Joyeux est un cancérologue qui opère tous les jours, qui est face à cette maladie qui est le cancer au quotidien. C'est quelqu'un qui vous parlera de ses problèmes parce qu'il les vit avec ses patients. Et il les vit de manière extraordinaire, je dois le dire. Il nous vient ici de Montpellier, ce que peu de médecins font, gratuitement. Ce qui nous a permis de faire un prix extrêmement démocratique. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Avant de commencer cette conférence, je me suis un peu renseigné sur la Belgique. Et on m'a dit, les Belges, ils aiment bien les habitudes. Je me suis dit, alors ce soir, ça va être dur. Parce que je viens ici pour changer nos habitudes. Et parce que je suis convaincu dans mon expérience depuis maintenant 1970, vous voyez, le siècle dernier, 40 ans, que le cancer n'est pas inéluctable. On peut en avoir peur, on a raison, et qu'il faut bien connaître aujourd'hui les causes, parce que si on connaît les causes, alors on peut les éloigner. Et l'alimentation est un des facteurs majeurs des cancers. Évidemment, il n'y a pas que l'alimentation. Ce n'est pas parce qu'en sortant, vous allez suivre les conseils nutritionnels que je vous donnerai et que vous continuerez à fumer que vous ne ferez pas un cancer du poumon. Ce n'est pas parce que vous attraperez tel ou tel virus, que ce soit celui du sida ou que ce soit celui appelé papillomavirus, que vous ne ferez pas de cancer si vous ne faites que changer d'alimentation. Alors nous allons voir ce soir des choses qui sont délicates, des sujets qui sont intimes, familiaux, personnels. On dit en France qu'il n'y a pas de famille dans laquelle il n'y a pas un cancer. Et donc, moi ce que je souhaite, c'est que vous reteniez un certain nombre de choses. Et une chose qui me frappe quand même, c'est que je vois beaucoup d'hommes. En France, il y a beaucoup de femmes, et je suis toujours content quand il y a beaucoup de femmes, parce que quand vous informez une femme en France, vous en informez d'un coup 100. Et quand vous informez un homme en France, vous en informez la moitié d'hommes. Mais en Belgique, c'est différent. Ça y est, c'est mieux? Alors, pour arriver à retenir des choses importantes, j'ai deux solutions. Soit je vous fais tous pleurer, je joue l'émotion, soit on rigole. Étant joyeux 24 heures sur 24, je choisis cette façon. Sur des sujets délicats.
Alors vous allez imaginer que nous sommes en consultation. Voilà, je rentre dans la salle de consultation, il y a la parité, un homme et une femme. Et je demande qui est malade. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus évident, alors qu'il y a 30 ans, quand je rentrais dans la salle de consultation, c'était évident, je voyais un homme affaibli, anémique, on disait cachectique, qui avait un teint de cancéreux. Aujourd'hui, pas du tout. Vous trouvez des gens qui vous paraissent extérieurement en pleine forme. Alors, qui est malade? Et voilà que le monsieur répond, écoutez docteur, ma femme et moi, nous sommes un petit peu originaux, excusez-nous, mais ni ma femme ni moi, nous sommes malades. Qu'est-ce que vous venez faire dans une consultation de cancérologie? Nous sommes à Montpellier, allez donc au bord de la plage voir des flamants roses. Oui, mais nous sommes encore originaux, ma femme et moi. Docteur, nous aimerions avoir un cancer. Ça j'avoue que c'est exceptionnel. Je dis, vous le voulez où? Alors, le monsieur me dit, vous savez, avant de venir, je suis allé sur Internet. Bonne démarche. J'ai regardé comment était faite ma femme. Je connaissais que l'extérieur. J'ai regardé l'intérieur. Et puis j'ai vu comment moi j'étais fait. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de différence. Nous avons le même tube digestif. Elle a des ovaires et j'ai des testicules. Elle a des seins et j'en ai pas. J'ai une prostate, elle n'en a pas. Elle a l'utérus et j'en ai pas. Il était bon pour être reçu en première année de médecine. Il me dit, voilà, je sais que vous connaissez bien cette maladie. Eh bien non, nous nous sommes dit que si vous nous disiez comment l'avoir, on saurait bien comment pas l'avoir. Parce qu'on va appliquer l'inverse de ce que vous allez nous dire. Bon, alors vous voulez où, monsieur? Ben, le tube digestif, ça commence par là, me dit-il, c'est juste, et ça descend jusqu'en bas, c'est juste aussi. Et ma femme et moi en elle-même, alors commençons par le haut. Vous voulez qu'on aille dans le sens du circuit? Allons-y. Alors si vous en voulez un par là, je vais vous dire ce qu'il faut acheter au supermarché. C'est très simple. Pour avoir un cancer otorhinolaryngologique, il faut boire des alcools forts, whisky, Pernod Ricard, gin, vodka, régulièrement, bien sûr. C'est-à-dire au moins une fois par jour. Et puis, il faut associer à cela le tabac. Et puis, prenez plutôt du papier maïs, ça ira plus vite. Alors, 2 paquets pour monsieur, 1 paquet pour madame. Pourquoi 1 pour madame? Parce que madame, elle a une capacité respiratoire qui est la moitié de celle de l'homme. C'est comme ça. On a des équipes de football d'hommes et de femmes. C'est pas pour les raisons de sexualité que c'est pas mélangé, c'est parce que la force est différente. Parce que la capacité respiratoire de la femme, c'est comme ça. Vous êtes beaucoup plus intelligente que nous, mais vous avez une capacité respiratoire inférieure à la moitié. Donc quand vous fumez 10 cigarettes, mesdames, c'est comme si vous fumiez un paquet. Ne dites pas je fume peu avec 10 cigarettes. Et aujourd'hui, nous voyons malheureusement de plus en plus de cancers, qui sont des cancers des voies respiratoires, des voies urinaires, du larynx, mais aussi tous les autres cancers qui sont associés aux mauvaises habitudes alimentaires, puisque dans les boissons alcoolisées, vous venez bien d'entendre. Oui, alors docteur, comment ça se révèle? Bon, c'est pas compliqué. Un beau matin, monsieur, vous allez vous raser, et en vous rasant, vous allez trouver une boule au cou. Vous allez appeler votre chérie, chérie, viens vite, j'ai une boule au cou. Elle va toucher la boule, elle va dire t'as mal, vous allez dire non. Mais elle va appeler le toubib, elle va appeler le médecin. Docteur, mon mari a une boule au cou, et le malade, et le médecin a déjà fait le diagnostic immédiatement parce qu'il vous connaît, médecin référent. Il sait que vous fumez, il sait que vous n'êtes pas bourré, mais que vous avez ce qu'on appelle un alcoolisme mondain. Et donc il sait que c'est déjà la métastase ganglionnaire d'un cancer de la zone otorhinolaryngologique. Ça se soigne, ça se guérit dans 60% des cas. Dans 40% des cas, on passe vers l'au-delà. Et ça se soigne avec quoi? Avec de la chimio, avec des rayons, avec des aiguilles radioactives parfois sur la langue. Bref, c'est un calvaire. Et un calvaire qui pourrait être évité dans la mesure où les gens seraient informés correctement. Et nous avons des moyens d'information absolument fabuleux avec la radio et la télé. Mais en dehors de l'émission du RTV d'aujourd'hui, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas de sponsor. Parce que pour passer à la télé en France, il faut, comme on dit, cracher au bassinet. Et ça, c'est jamais, je ne l'accepterai jamais. Alors, vous voulez un cancer plus bas au niveau de l'ésophage?
C'est pas compliqué, j'ai opéré lundi même une jeune femme de 52 ans d'un cancer de l'œsophage qui n'aurait jamais dû avoir un cancer de l'œsophage, qui a mis sa vie en danger, avec certes du stress, avec du reflux entre son estomac et son œsophage. Or, le liquide de l'estomac, il est à pH 4, c'est un pH qui est donc très acide, qui n'est pas destiné à l'œsophage, et quand on est hyper stressé, quand on n'est pas suffisamment philosophe, tout ce que vous voudrez comme philosophie, eh bien à ce moment-là, le pylore se contracte et le liquide de l'estomac remonte vers l'œsophage et le brûle. Alors elle a fait des rétrécissements. Alors on est allé la dilater une fois, deux fois, trois fois. On l'a traumatisée et il fallait le faire. Et puis un beau jour, ça passait plus. Cancer de l'œsophage. Alors chimio, rayon, anti-facteur de croissance. Et puis opération, 6 heures d'intervention chirurgicale. Tout ça aurait pu être évité si cette femme avait été informée, si son médecin, au lieu de lui donner uniquement des traitements, avait dit « Madame, on va s'asseoir, on va prendre son temps, on va réfléchir à vos comportements de vie pour vous aider à ne pas tourner vers les catastrophes. » Œsophage, estomac. Alors estomac, c'est pas compliqué. Il y a 30 ans, nous opérions dans mon centre anti-cancer à peu près un malade par jour. Un malade par jour de cancer de l'estomac. Actuellement, c'est un par mois. Ça veut dire quel progrès. C'est pas la médecine qui a progressé, c'est l'industrie de l'électroménager. Parce qu'on a abandonné les conserves pour passer vers le froid. Le réfrigérateur ou le congélateur, en sachant que dans le congélateur, les choses ne devraient pas rester plus d'un mois, un mois et demi, et pourtant je vois dans certains congélateurs des choses qui sont là depuis 3 mois, et qui perdent de la qualité nutritionnelle, évidemment. Alors que le réfrigérateur, c'est fait pour conserver des aliments pas plus d'une semaine. Sinon, vous perdez toutes les qualités nutritionnelles de ce que vous mettez là-dedans, surtout si ce sont des produits frais. Alors l'estomac, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, en nous gavant d'une alimentation qui est une alimentation délétère que nous allons voir, on fait venir un petit germe. Un petit germe qu'on appelle Helicobacter pylori. Pourquoi? Parce qu'au microscope, il a une forme un peu d'hélicoptère, bactérie, pylori, proche du pylore. C'est un rongeur, une forme de rongeur qui va irriter, inflammation, gastrite, inflammation de l'estomac. À partir de là, peut-être un ulcère. Et la dernière patiente que j'ai opérée, eh bien oui, elle avait un ulcère à l'estomac, on l'a soignée pour un ulcère à l'estomac, puis un beau jour, cet ulcère, malheureusement, s'est transformé en cancer, on a fait une biopsie avec un cancer. Taux de guérison du cancer à l'estomac, 20%, ça veut dire pas de guérison pour 80%. Il y a 30 ans, c'était pareil, nous n'avons pratiquement pas bougé au niveau des résultats. Mais par contre, nous savons comment prévenir, et la prévention du cancer de l'estomac, c'est une alimentation qui contiendra beaucoup plus de vitamine C, donc de fruits, de légumes et de légumineuses, et qui par contre ne consommera pas tout ce qui vous est dit en publicité à la télé. C'est formidable la télé parce que tout ce qu'elle vous dit en publicité, c'est ce qu'il ne faut pas acheter. C'est clair. Quand vous avez... D'abord, vous remarquerez qu'on vous propose surtout, ne vous fatiguez pas. Donc on vous propose une viande hachée qui a été mâchée avant par un autre. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Surtout, fatiguez pas vos ratounes. Et puis on vous propose des choses, surtout des produits laitiers. Mais alors, qu'avez-vous de produits laitiers? Tout ce qui était destiné aux veaux, c'est pour nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a tant de cerveaux de veaux qui sont en train de se constituer. C'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce qu'autrefois, nos mamans étaient géniales. Elles étaient géniales en ce sens qu'elles faisaient bouillir le lait, souvenez-vous. Et quand on faisait bouillir le lait, il y avait la couche épaisse sur le lait. On en faisait du beurre, des gâteaux, des bonnes choses. Mais cette couche épaisse, c'était quoi? C'était les facteurs de croissance destinés au fils de la vache qui s'appelle le veau, qui étaient détruits. C'est-à-dire que les formules chimiques étaient perturbées, étaient explosées. Le facteur de croissance, il y en a 3. En réalité, 3 familles de facteurs de croissance. Parce que comme toujours, dans la recherche scientifique, quand vous trouvez une nouvelle molécule, vous en avez 50 derrière. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le lait des bovins, vous avez 3 facteurs de croissance, un qu'on appelle épidermal growth factor, facteur de croissance épiderme de la peau du veau. Un deuxième qu'on appelle TGF, transforming growth factor, qui transforme les tissus comme les muscles, les tendons, les articulations, et le troisième qui s'appelle insuline growth factor, qui est destiné à insuline pancréas. Donc c'est essentiellement le tube digestif, l'intérieur de notre corps.
Or, je n'ai pas un foie de veau, ni un pancréas de veau, ni des articulations de veau. Or, le problème, c'est que le lait aujourd'hui il est conservé par l'industrie agroalimentaire pour des raisons pratiques. Ils ne sont pas des raisons ni éthiques ni de santé à ultra haute température. Et ultra haute température, c'est quoi? C'est 3-4 secondes maximum, 140 degrés. Pourquoi pas plus longtemps? Parce que sinon, le lactose, vous en faites du caramel. Vous ne pouvez pas faire ça plus longtemps, à 140 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne détruit pas aujourd'hui les facteurs de croissance et que ces facteurs de croissance, vous les avez dans les produits laitiers d'aujourd'hui. Seulement ça, on ne vous le dira pas. Alors j'ai fait une saisine auprès de ce qu'on appelle en France l'Agence française de sécurité des aliments, ça doit faire plus d'1 an et demi. On m'a dit que j'aurais la réponse en mai 2011, donc je vous la donnerai quand je l'aurai. Mais je savais déjà des éléments de réponse, à savoir que quand vous allez au pied de la vache et que vous allez prendre son lait, par exemple le TGF-bêta, il y a alpha-bêta et bien d'autres, le TGF-bêta vous en avez 6000 picogrammes, vous le faites bouillir 300. Et ce qui est intéressant à savoir, que nous, cancérologues, nous vivons tous les jours, c'est que les nouveaux médicaments du cancer, ce sont quoi? Ce ne sont pas des chimiothérapies qui vont vous fusiller tout votre organisme. Ce sont des thérapies dites ciblées, c'est-à-dire ciblées sur le tissu tumoral. Ce sont ce qu'on appelle des anti-angiogéniques, des anti-facteurs de croissance. Donc d'un côté, on nous en fait consommer, et on vous dit, si vous faites un cancer, vous inquiétez pas madame avec votre cancer du sein, vous inquiétez pas monsieur avec votre cancer de la prostate, puisque la prostate est à l'homme ce que le sein est à la femme, et on vous soignera, on a tout ce qu'il faut. Moyennant quoi la sécurité sociale plonge de 10 milliards rien que d'euros, rien que pour soigner le cancer en France, que personne n'a envie d'avoir un cancer. Alors on vous dit, on va vous le dépister. On est sympa, on va vous en dépister un. Madame, vous avez un cancer, monsieur, vous avez... Non, moi je veux pas, je veux qu'on me prévienne. Je ne veux pas de cancer, je veux prévenir le cancer. Et ça, c'est possible, mais il faut changer nos habitudes alimentaires. Ça veut dire que tant que les produits laitiers seront tels qu'ils sont aujourd'hui, eh bien, il faut aller vers ceux de chèvres et de brebis, c'est-à-dire des petits animaux, qui ont des facteurs de croissance pour de petites articulations, pour des tissus qui sont plus petits que les nôtres. Et là, vous risquez rien, mais pas 3 par jour, comme dit le plan national de nutrition santé en France. 1 par jour suffit. Ah, mais je vais finir en poussière. J'ai plus de calcium. J'ai plus de calcium, je vais finir en poussière. Mais attention, il faut que vous sachiez que le calcium animal est absorbé par notre propre corps, maximum 35%. 65% ne l'est pas. Il passe où? Dans les déchets. Gaspillage. Irritation du côlon, irritation du digestif. Irritation, ça veut dire perméabilité augmentée, ça veut dire ce qu'on appelle le leaky gut en anglais, qui veut dire intestin poreux. C'est des petits trous, c'est une porosité intestinale à différents endroits, à la fois de notre intestin grêle, qu'on appelle le petit intestin, qui absorbe les aliments, mais aussi au niveau du côlon. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez des mauvaises molécules qui vont passer, en particulier des facteurs de croissance qui vont aller abîmer vos articulations. J'ai mal aux épaules, j'ai mal aux hanches, j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux. Et mes collègues orthopédistes me disent, mais ferme-la. On a tout ce qu'il faut pour remplacer. La dame regarde, on lui a foutu une prothèse à droite, maintenant on va lui faire la gauche. Et donc 2 ans, c'est le genou droit, le genou gauche, l'épaule. Mais c'est fabuleux, on se le fait en or, les machins. Vous me suivez? Bon. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il faut aider les gens à prendre des nouvelles habitudes alimentaires qui vont leur permettre d'être en meilleure santé sur tous les plans, qui ne sont pas simplement le plan de l'articulation, le plan de la peau. Et c'est là que nous touchons à ce qu'on appelle aujourd'hui les maladies auto-immunes. C'est facile à comprendre. Auto, c'est mobile auto, c'est mon autonomie. Autonomie. Et auto-immune, ça veut dire que c'est mon système de défense qui est fatigué. Et comment je vais fatiguer mon système de défense immunitaire? Ce n'est pas une immunité parlementaire, vous me suivez? C'est une immunité pour moi, pour mon propre corps. Eh bien, tout simplement, mon immunité dépend d'une bonne nutrition. Et aussi d'autres comportements que nous verrons, c'est-à-dire d'avoir une activité physique, car nous sommes des bipèdes qui ne sont pas simplement faits pour marcher, mais pour courir, pour avoir une activité physique au minimum 2 fois par semaine qui va nous faire transpirer. Et cette transpiration est utile parce qu'elle va permettre d'éliminer les produits toxiques que je respire ou que je mange sans le vouloir. Car même si vous êtes dans un coin de France ou de Belgique
où il y a peut-être moins de pollution, vous avez quand même de la pollution. Il ne faut pas rêver. Mais on ne va pas s'empêcher de respirer, de manger, de boire et d'être heureux. On va apprendre à éliminer les produits toxiques qui peuvent arriver dans mon corps. Ces produits toxiques, on les a cherchés, on les a trouvés. On les a cherchés dans le cerveau, dans le foie, dans le cœur, on les a trouvés. Cherchés partout, on les a trouvés sous la peau, proche des glandes sudoripares. Les glandes sudoripares sont les glandes de la sueur. Ça, c'est génial. Nous avons un corps qui est tellement génialement constitué que si nous arrivions à tout comprendre de lui, nous nous arrêterions en contemplation devant nous-mêmes. Il y a toujours des choses à chercher, heureusement. Donc quand vous transpirez, c'est bien. Et pas transpirer la nuit quand on ne fout rien. C'est transpirer en s'activant. Car transpirer la nuit quand on ne fait rien, c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. C'est-à-dire qu'il y a une pathologie sous-jacente qui est en train de se préparer. Alors, vous avez bien compris que le cancer de l'estomac, si vous ne voulez pas en avoir un, il faut être zen. 2, il faut manger beaucoup de fruits frais et de saison, et si possible bio. Ça veut dire qu'ils ne contiennent pas de pesticides. Nous avons fait avec une de mes collègues de l'INSERM en France, l'Institut national de la recherche médicale, une recherche qui s'est appelée ABARAC. Nous avons ouvert une voie. Nous n'avons pas fait des études statistiques qui coûtent extrêmement cher, parce que nous n'avions pas les moyens, mais nous avons fait une étude qui a permis de montrer que les produits issus de l'agriculture biologique sont le maillot jaune sans dopage par rapport à ceux de l'agriculture raisonnée ou même du conventionnel. Et ce qui est intéressant dans les résultats que nous avons eus dans le raisonné, c'est que nous avions des résultats du raisonné qui étaient très proches du bio, parce que c'était des agriculteurs qui étaient depuis pas mal de temps en raisonné proches du passage au bio, et d'autres résultats du raisonné qui étaient proches du conventionnel parce qu'ils étaient depuis peu dans le raisonné et qu'ils avaient quitté les pesticides depuis peu de temps. Les pesticides, insecticides, etc. ne sont pas nécessaires à notre agriculture. Seulement, il y a du business, il y a des lobbies, et j'ai rencontré à plusieurs reprises notre ministre de l'écologie, M. Borloo, qui me disait, vous comprenez, je suis obligé de négocier. Si je veux réduire les pesticides de 50%, je le peux. Allez-y. Et pourquoi pas 100%? Parce que je ne peux que 50%, sinon je suis obligé d'accepter les OGM. Eh bien, les OGM, qu'on les laisse aux Américains. Moi, ça ne me gêne pas. On n'en a pas besoin chez nous. On a besoin d'une agriculture de qualité, tellement de qualité que je suis convaincu aujourd'hui que l'agriculteur est le premier acteur de santé. C'est le premier acteur. Parce que c'est lui qui me donne la bonne essence pour mon moteur, pour mon corps. Agriculteur, premier acteur de santé, qui est le deuxième. Chacun d'entre nous, c'est notre capital santé que nous devons préserver. Et ce capital santé, il faut que nous le connaissions. Et aujourd'hui, la connaissance du grand public, vous le verrez au moment des questions, vos questions seront toutes très pertinentes. Il n'y en a pas une qui ne sera pas intelligente. Toutes sont justes et elles démontrent aujourd'hui que le grand public a acquis une formation scientifique parfois supérieure à celle des médecins. Parfois supérieure. Je ne dis pas toujours. Parce que de plus en plus de médecins prennent conscience maintenant que la nutrition c'est important et que la nutrition, la nutrithérapie comme l'on dit, c'est une spécialité qui est transversale. Elle est bonne pour le pédiatre, elle est bonne pour le gériatre, elle est bonne pour l'urologue, elle est bonne pour le gynécologue, elle est bonne pour le cardiologue, le chirurgien, pour toutes les spécialités. Et ce qui manque dans nos universités, il faut le dire clairement, c'est qu'il n'y a pas cette formation suffisante. On vous donne le régime du goûteux, de l'obèse, du diabétique, qui fait fuir les gens, qui restent goûteux, diabétiques et obèses. Bon, et donc alors c'est le règne des laboratoires, ils sont ravis, parce que eux, ils y vont de leurs médicaments. D'ailleurs, les laboratoires, ils ont compris une chose. Il y a beaucoup plus de gens en bonne santé encore que de gens malades. Et si vous donnez un comprimé à des gens en bonne santé, vous en avez beaucoup. Ça fait du business. Alors on va vous dire, madame, vous avez quel âge? 48? Ouh, vous avez maigri, vous avez vieilli. Vous allez avoir la peau qui se ratatine, vous allez perdre la mémoire, votre mari va se barrer, vous allez avoir de la sécheresse de la tête aux pieds, etc., etc. Monsieur, vous avez quel âge? 50, oh là là. Vous allez avoir des problèmes de quéquette, oh là là. Il vous faut déjà du petit Viagra, on va vous médicaliser. Et aujourd'hui, quand il y a un médicament, l'objectif c'est où est-ce que je peux utiliser ce médicament? Dans quelle prévention, c'est-à-dire on vous fait croire qu'on va vous prévenir par un médicament, alors que c'est par des comportements qu'on peut aller vers la prévention. Alors, ayez
pitié de votre estomac. Ayez pitié de lui, c'est-à-dire donnez-lui de bonnes choses, c'est-à-dire donnez-lui des vitamines, des oligo-éléments, des minéraux, de la bonne flotte, mais surtout, n'oubliez pas que votre digestion ne commence pas seulement là, elle commence là. Que le Big Boss, comme je dis, nous a donné non pas simplement que 2 oreilles, 2 yeux, 2 narines, il nous a donné 6 glandes salivaires, rendez-vous compte, 6, 2 parotides, 2 sous-maxillaires, 2 sublinguales, pourquoi faire? Pour fabriquer 1 litre de salive par jour, dans la mesure où vous mastiquez. Et si la viande est pré-mâchée par quelqu'un, vous n'avez rien mastiqué. Si vous avez du pain de mie, et puis ça descend, si vous prouvez que les produits lactels, machin, actimètres, tout ça, vous ne mastiquez rien. Alors, au lieu de fabriquer votre litre de salive, comme vous ne mastiquez rien, vous fabriquez 300, 400, 500, moyennant quoi mauvaise digestion, vous ballonnez. À la piscine, vous flottez. Ensuite, c'est la pétarade assurée. Ça s'appelle flatulence en termes bourgeois. Alors on vous dit, j'ai des flatulences. Ben oui, bien sûr. On vous suit à la trace. Et tout ça peut être évité dans la mesure où justement toutes ces dents que nous avons sont destinées à la mastication. Je me souviens que quand notre petite fille Agathe a eu sa première dent, notre fille aînée m'a appelé, me dit, papa, Agathe a une dent. Évidemment, la terre s'arrête de tourner, vous comprenez bien. Alors je dis, ma fille, sais-tu que ça veut dire? Elle me dit non. Pourtant, elle a fait de belles études. Ben, je dis, ça veut dire, si elle a une dent, qu'elle peut croquer la pomme. Elle me dit, papa, il n'y en a qu'une. Elle se dit, il en faut 2, une en face. Bon. Je dis, tu n'as pas une fourchette pour écraser les fruits? Ah, mais je n'avais pas pensé. Mais tu crois que tu peux lui donner des fruits? Écoute, ma chérie, c'est l'époque des mandarines. Tu vas lui mettre une mandarine, comme ça, une toute petite tranche de mandarine sur les lèvres. Tu vas voir. Et puis tu m'appelles. Le lendemain, allô papa, Agathe a horreur des mandarines. Pourquoi? Décris-moi un petit peu. Ben, j'ai fait ce que tu m'as dit. Elle a fait une grimace. Mais comment? Elle a fermé les yeux, elle s'est contractée, tout le cerveau. Ben, je dis oui, elle réfléchissait. Elle réfléchissait, qu'est-ce que c'est ce truc nouveau que ma maman me donne? Continuez la vie. Parce que chez l'enfant tout petit, les papilles sont là. Elles sont sur les lèvres. Chez nous, elles vont vers le fond. Nous en avons des milliards pour goûter les aliments, le doux, le sucré, le salé, le bon vin, le bon poisson, les bonnes... Tout ce qui est bon. Nous avons des milliards de petites papilles qui sont là pour notre bonheur. Et nous brûlons tout ça en buvant trop rapidement, en nous gavant de boissons stupides. Vous avez entendu ce que j'ai dit ce matin? Pourquoi l'équipe de France, j'ai compris pourquoi l'équipe de France de football a été catastrophique au mondial. Les joueurs buvaient du coca. C'est tout, ils acidifiaient leur estomac, leurs urines et tout. Comment voulez-vous qu'ils puissent réussir? On a été lamentable. Alors est-ce qu'il paraît que, c'est ce que disait un des médecins de l'équipe, qui s'est fait virer d'ailleurs, parce qu'il disait aux jeunes, il ne faut pas que tu boives du coca, et les jeunes disent, oh, j'ai envie. Ben oui, ben, j'ai envie, mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont gagné du pognon sans rien faire. Enfin ça c'est un autre sujet. Venons maintenant à votre pancréas, parce que ayez pitié de lui, ayez pitié de nous les chirurgiens aussi, parce qu'une intervention sur le pancréas, c'est une intervention difficile. Et il faut que vous compreniez bien comment vous pouvez fabriquer un cancer pancréatique. C'est pas compliqué. Le pancréas, il a 2 fonctions essentielles. Une première, c'est d'aider notre organisme à avoir un taux de sucre dans le sang stable. 1 gramme de sucre par litre de sang. Formidable. Mais si vous vous gavez de produits sucrés, vous le faites bosser trop. Coca-Cola, des morceaux de sucre là-dedans, il y en a une vingtaine, trentaine, on ne les compte plus. Quand vous prenez ça, c'est très astucieux. Vous faites igloo, 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 et quand c'est fini, votre taux de sucre monte immédiatement, le pancréas est appelé, le tocsin sonne. Il lui est dit au pancréas, il y a trop de sucre dans le sang, il dit j'arrive, il envoie de l'insuline. Seulement quand il envoie régulièrement de l'insuline, qu'est-ce qui se passe? Si le taux monte à 1,10, 1,12, 1,8, 1,9, peu importe, eh bien le pancréas va envoyer de l'insuline pour faire baisser le taux plus bas, pour le ramener. Mais pour le ramener à 1, il l'amène d'abord à 0,90. Et quand vous avez 0,90, vous avez une petite hypoglycémie, vous êtes énervé, vous avez soif, rebelote. Et ça, c'est une catastrophe. Ces boissons-là, vous devez les garder en pharmacie. Le Coca-Cola dans la pharmacie quand vous avez le choléra. Vous savez, quand vous avez le choléra, vous avez la courante. Et quand vous avez la courante,
et que vous perdez tout par le bas, vous avez intérêt effectivement à boire de l'eau sucrée. Et dans ce cas-là, effectivement, ça peut vous être utile. Mais c'est le seul cas. Sinon, quand vous avez des taches sur le tapis, vous pouvez nettoyer votre tapis. Voilà à quoi sert ce type de boisson. Seulement, en réalité, on nous trompe, et on trompe nos jeunes qui vont capter ce sucre et qui vont le stocker. D'abord, ils vont abîmer leur pancréas quand ils sont jeunes, et ils vont stocker ce sucre sous quelle forme? Sous forme de gras. Car le sucre en excès, tant que le rein n'est pas abîmé, avec risque de diabète, tant que le rein n'est pas abîmé, nous le gardons et nous le stockons. Et nous allons faire du sucre stocké d'abord dans le foie, ça permet d'avoir du foie gras. Mais on n'est pas déçoit. Que de femmes aujourd'hui, c'est assez intéressant, viennent à la consultation, vont vous les tranquilliser pour leurs problèmes de santé, le sein, ceci, cela, et puis elles disent, docteur, est-ce que vous avez 2 minutes pour voir le problème de mon mari? Qu'est-ce qu'il a? Il est tout le temps fatigué. Qu'est-ce qu'il a? Ben écoutez, je ne sais pas, alors j'ai dit au docteur de faire des petits examens, il a fait une échographie, parfois il a fait un scanner, le docteur a dit que c'était normal, mon mari m'a dit tout va bien, que je n'ai rien, mais moi j'ai lu, ça c'est typiquement féminin, et c'est bien, et la femme elle lit, le mari il voit normal, il s'en fout, il balance, tandis qu'elle elle lit, et elle voit qu'il a une stéatose hépatique. Ça veut dire quoi, docteur? Ça veut dire que votre mari a le foie gras. Mais ce n'est pas une oie, mon mari. Non, d'accord, mais il fait comme les oies, madame. À part que les oies, on les garde, on les oblige à prendre le maïs, de l'eau sucrée et tout le reste, alors que là, dans le cas particulier, chaque fois qu'il est fatigué, il lui faut un biscuit, il lui faut un petit coup d'alcool, il lui faut un petit truc, et il aggrave son cas. Et quand on a une stéatose hépatique, on est crevé, fatigué en permanence, on a besoin de faire la sieste pendant un quart d'heure, 1 heure ou 2 après le repas de midi, parce qu'on est fatigué et que le foie est exactement comme dans un état d'hépatite, d'inflammation, fatigué. Donc ça aussi c'est un point capital. Alors ayez pitié de votre pancréas et de votre foie à la fois, parce que le foie et le pancréas c'est la même région dans l'organisme. Et la deuxième chose, la deuxième capacité du pancréas c'est quoi? C'est qu'il fabrique un liquide. Et ce liquide s'appelle le liquide pancréatique, il est destiné à digérer les graisses, les mayonnaises, les viandes grasses, les poissons gras, etc. Mais si vous faites cuire ces graisses, si vous mettez là-dedans des benzopyrènes, des nitrosamines, des produits qui sont des produits véritablement toxiques pour notre organisme, eh bien le pancréas, vous allez le faire bosser trop fort. Un beau jour, il va rendre les armes. Et quand il va rendre les armes, il va se mettre à chahuter, c'est-à-dire à ce que des cellules pancréatiques se mettent à se multiplier anormalement. Et en se multipliant anormalement, ça risque de faire un cancer pancréatique. J'ai un exemple fabuleux d'un de mes amis exactement du même âge que moi. À 60 ans, il m'appelle et il me dit, voilà, je suis dans la région de Toulouse, j'ai un cancer du pancréas, m'a-t-on dit, me dit-il, et si on m'opère, je risque de rester sur la table, et de toute façon, je vais casser ma pipe dans l'année. Je dis, écoute Jean-Claude, je connais, je me souviens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, envoie-moi tout ton dossier. Je vois le dossier, il avait un taux du marqueur pancréatique, le CA19-9, qui n'était pas normal, il avait un scanner et une IRM avec un scanner, donc des images qui montraient que le pancréas n'allait pas bien. Je l'appelle, je dis, écoute, il faut que tu... Le professeur Henri Joyeux disait, soigner la terre, c'est soigner l'homme. Un grand biologiste français, John Rostand, disait, vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance.